Cette semaine à Infocam Extra, on reçoit Christian Chenarguet et Christian Mador pour parler de la semaine de la prévention des incendies. Qui s'assure que tout est sécuritaire, donc le premier responsable, c'est toi. On reçoit aussi Annie Lavoie pour discuter de savoir-être sportif. Comment le sport les a aidés à se connaître, à développer leur empathie. Et on termine avec Noélie Hébert-Tardy de Coeco qui nous renseigne sur le feuilly-cyclage. Ça enrichit le sol en matière organique, ça travaille sa structure. Bienvenue à cette nouvelle émission Infocam Extra. Infocam Extra, c'est quoi? Eh bien, on parle d'actualité, de prévention, on parle de différents sujets, mais en studio. Donc, je ne me déplace pas. C'est les autres qui se déplacent. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai deux hommes, des pompiers, parce qu'on va parler de la semaine de prévention des incendies qui va se dérouler du 3 au 9 octobre. N'est-ce pas, messieurs? Effectivement. Alors, je vous les présente. Christian Chenarguet, qui est coordonnateur en sécurité incendie pour la MRC de Kamouraska. Et j'ai Christian Mador, qui travaille comme préventionniste et pompier pour le service intermunicipal de sécurité incendie pour la ville de Saint-Pascal. Juste avec vos titres, messieurs, je pense qu'on a fait l'entrevue. Fait que merci beaucoup d'être venus. Ça nous a fait plaisir. Donc, la semaine de prévention des incendies, je pourrais commencer avec toi, Christian. Pourquoi c'est important d'année en année d'avoir une semaine de prévention des incendies? En réalité, c'est une semaine de prise de conscience pour les citoyens de dire, regarde, on fait un rappel de sécurité pour dire, regarde, n'oubliez pas, là, il y a prévention incendie, puis la thématique, c'est vous le responsable. Donc, on veut encore donner la responsabilité aux citoyens de prendre des actions chez lui pour qu'ils fassent des actions de prévention incendie, qu'ils vérifient les avertisseurs de fumée, monoxyde de carbone, qu'ils s'assurent que tout est sécuritaire. Donc, le premier responsable, c'est toi, c'est qu'on rappelle aux citoyens, n'oubliez pas que pour être sécuritaire chez vous, c'est vous autres qui rentrez en action pour faire ça. Bien, c'est ça, c'est le thème, c'est le premier responsable, c'est toi. Ça fait plusieurs années que ce thème-là roule parce que je pense que vous avez trouvé la phrase qui parle beaucoup. En voulant dire, c'est pas juste « Ah, il y a le feu, on va appeler les pompiers. On a des actions, c'est nous en premier qui peuvent faire des choses. » Tout d'abord, Christian, ma première question avec toi, ça pourrait être c'est quoi qui cause le plus d'incendies dans les maisons? Malheureusement, bien, c'est l'être humain. 51 des incendies sont dus à des erreurs humaines. Donc, on pense à l'inattention, la distraction, la négligence, négliger des entretiens. Donc, on pense au feu de cheminée. Si on saute une année dans de ramonage, bien, ça nous met à risque de passer au feu au niveau d'un feu de cheminée. Okay. Donc, c'est pour ça que le premier responsable, c'est toi, c'est qu'on doit prendre ses responsabilités chez soi pour se mettre en sécurité et prendre la sécurité de la famille en charge. Et est-ce qu'il y a des endroits plus propices là, à des incendies, comme par exemple, on sait que la cuisine, c'est un endroit où il se passe pas mal de choses, hein? Tu sais, les friteuses. Un incendie sur trois est causé à un point d'origine, la cuisine. Donc, et c'est souvent associé à justement l'oubli ou une mauvaise utilisation dans la cuisine, les fameuses friteuses. Donc, il ne faut pas combler l'absence d'une friteuse par chauffer de l'huile directement sur un rond. Donc, on se met à risque. Bien, c'est ça. Ça, c'est peut-être pas la meilleure façon. Ouais. Et là, aussi, parce que là, tu sais, Christian, là, je ne veux pas vous laisser tomber, fait que je vais m'occuper chacun de vous, chacun de votre bord. Christian Chenard, dis-moi, en tant que celui qui représente un peu les pompiers sur le territoire du Kamouraska, étant donné que tu travailles pour la MRC, ton rôle dans cette semaine-là, c'est quoi? C'est d'être porte-parole pour tout le territoire en collaboration avec les services d'incendie pour s'assurer que le message est uniforme, puis d'avoir un soutien. On produit des documents, on produit des émissions avec toi, mais en réalité, pour être certain que le message soit véhiculé le plus possible à travers le Kamouraska. Donc, il y a des ressources qui sont vues présentes. Il y a Christian, il y a la Pocatière, il y en a partout sur le territoire. Donc, on travaille tous ensemble pour un but commun, assurer la sécurité des citoyens par la prévention incendie.
Puis là, on le sait, là, étant donné qu'on est encore dans la pandémie de la COVID-19, tu sais, les semaines de prévention, ils ont changé un peu, hein, parce qu'il y avait les portes ouvertes qui étaient quand même assez importantes, puis que ça marchait beaucoup, hein. Il y avait quand même plusieurs personnes qui se déplaçaient pour les portes ouvertes. Mais là, on peut plus vraiment faire des activités grandioses. Christian, toi, tu peux encore aller visiter les étudiants dans les écoles pour faire des exercices, hein? On est déjà là-dedans. Et on poursuit encore pour les exercices d'évacuation, que ce soit en milieu scolaire, CPE, les résidences pour personnes âgées aussi. Donc, en 2020, il était exclu qu'on puisse arriver de l'extérieur et rentrer dans ces institutions-là. Mais cette année, les gens commencent à être plus vaccinés et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cas dans la région. Oui, c'est vrai. On est capable de réaliser ces exercices d'évacuation-là qui ont sauté une année. Donc, ponctuellement, c'est important de le faire à chaque année. Oui. Puis là, on est là-dedans. Là. Oui, puis c'est important dans les écoles, hein, de savoir quoi faire là, s'il y a un incendie, là, surtout avec les tout-petits. Hein. On sait qu'ils s'énervent rapidement. Les tout-petits, ça va être leur première expérience. Ça peut faire 2 ans qu'ils sont dans l'école et ce sera leur première expérience. Donc, c'est important, mais il ne faut pas sous-estimer aussi les nouveaux enseignants. Une nouvelle école, un nouveau bâtiment qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est important là, de prendre en charge la sécurité incendie et c'est une responsabilité partagée. Donc, chacun a son rôle là-dedans. Puis les enfants restent très attentifs quand les préventionnistes ou les pompiers vont visiter les écoles, puis ils ramènent le message eux aussi. Donc, c'est ça. Quand Christian va visiter l'école, il dit vérifie l'avertisseur de fumée, mais il arrive à la maison, puis il dit papa, tu vérifies l'avertisseur de fumée. Donc, en réalité, c'est vraiment, on crée un cercle qui fait qu'on peut assurer une prévention autrement aussi dans la résidence, que les enfants ils se sentent concernés par la prévention incendie. Bien, autant pour l'évacuation de l'école que pour la prévention dans leur résidence. Bien, je pense même qu'à la maison, on peut le faire aussi, tu sais, le genre de prévention, savoir qu'est-ce qu'on fait si le système d'alarme déclenche, de quelle façon on... Bien, une des premières choses que les parents peuvent faire, c'est de faire entendre l'avertisseur de fumée aux enfants. Donc, qu'ils leur fassent reconnaître ce son-là. Et déjà de leur apprendre les premiers mouvements qu'ils doivent entamer, désigner un point de rassemblement extérieur. Donc, c'est important de dire, bien, on sort de la résidence, mais où on se rejoint. Ou familialement, là, on se réunit pour être sûr et certain que tout le monde est là. Puis à l'arrivée des pompiers, bien, qu'on confirme qu'on est tous sains et saufs à l'extérieur et que les premières actions des pompiers, bien, c'est l'extinction. Ça me mène peut-être à te demander quel est le meilleur instincteur? Le meilleur instincteur, c'est l'instincteur qui va être utilisé lors d'un début d'incendie. Donc, bien, première des choses, lorsqu'on aperçoit de la flamme, une flamme dans la maison et qu'on se sent capable d'intervenir, on fait le 911 pour déjà mobiliser les pompiers, pour gagner ce temps-là de mobilisation, pour que les pompiers, qui sont majoritairement en temps partiel, puissent regagner la caserne et s'en venir à la résidence avec un camion incendie. Par la suite, bien, le meilleur instincteur est localisé dans la maison, dans son support. Donc, puis ça, on le voit souvent en prévention, l'instincteur qui n'est pas accroché dans un support se promène d'un bord à l'autre de la maison. OK, puis là, on ne sait plus il est rendu où, hein? Un petit séjour dans le garde-robe d'entrée, un petit séjour en dessous de l'armoire, et un moment donné, bien, on ne sait pas où il est, puis un feu double à chaque minute. Donc, si on perd le temps à le chercher, bien, on vient de faire progresser l'incendie. Donc, l'instincteur, on l'utilise si on est capable de le faire. Puis, un petit truc, c'est qu'on enlève la goupille comme on tourne une clé d'une voiture pour être capable de couper le scellé. Puis, par la suite, bien, on attaque la base des flammes à environ une dizaine de pieds pour être en mesure d'éteindre un début d'incendie. Mais on appelle toujours le 911. On fait le 911 avant pour gagner le temps de mobilisation des pompiers. On va prendre le risque inutile nécessairement. Ouais. Ben oui, puis même si on pense qu'on l'a éteint, peut-être que aussi c'est important quand même d'appeler les pompiers pour vérifier. Vérifier qu'il n'y ait pas de vestiges d'incendie dans les murs ou peu importe la situation, là, qu'on puisse investiguer un petit peu plus loin pour être sûr que les citoyens sont encore en sécurité dans cette résidence-là. Et là, on voit que la semaine s'en vient, donc la semaine des préventions des incendies. Encore une fois, Christian, c'est d'année en année parce qu'on a besoin de se faire rappeler en tout temps parce que les incendies, là, c'est pas juste les feux de forêt, hein? Donc, il y a des incendies importants dans la région, ça arrive, hein? Bon, pas tous les jours quand même, heureusement, mais ça prouve que la semaine, elle a toute sa pertinence parce qu'il faut rappeler le message tout le temps. Le rappel de sécurité qu'on fait, le message, il faut toujours être continu.
Mais en réalité, faut pas. La semaine de prévention, c'est une occasion spéciale, mais il reste que tout au long de l'année, il faut faire ces actions-là quand même. Donc, on veut les inculquer dans les habitudes des gens. Donc, la semaine de prévention est là, mais on s'entend que tout au long de l'année, la friture, on n'en fait pas juste pendant la semaine de prévention. Il faut y penser dans le temps des fêtes ou d'autres périodes. Donc, faut vraiment tout au long de l'année faire attention à tous les gestes qu'on peut faire. Bon, bien, le message est passé. Donc, merci, messieurs, d'être venus en studio pour la première de la saison. Vous avez bien fait ça. Alors, nous sommes de retour avec une autre invitée, Annie Lavoie, que vous connaissez sûrement parce que c'est pas sa première fois qu'elle fait des émissions avec la télévision communautaire du Kamouraska. Tout d'abord, merci Annie d'être toujours parmi nous. Ça me fait plaisir d'être à ma chaîne préférée. Oh, c'est chouchou! Alors Annie, tu veux nous parler tout d'abord de savoir-être sportif, hein? Ça va être tes chroniques. Tu vas pouvoir venir quand tu veux parce que tu es une invitée chouchou. Merci. Alors, tout d'abord, tu veux nous parler de ta série que tu as fait, qui avait pour titre la vie... le sport pour la vie. Le sport pour la vie, excuse-moi, qui était présenté sur les ondes de ma TV Bas-Saint-Laurent, mais qui est toujours en diffusion ou en rediffusion. Donc, parle-nous de cette série. Effectivement, Anne-Christine, je voulais revenir sur le sport pour la vie. Excellente émission, hein? Donc, qu'on a co-créé, toi et moi, la saison dernière. Tu te souviens, dans le fond, l'objectif de l'émission, c'était vraiment de recevoir des athlètes, des entraîneurs, des gens actifs pour voir qu'est-ce que le sport leur a apporté pour toute leur vie, puis comment ils ont réussi à développer leur intelligence émotionnelle grâce au sport. Puis quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de comment le sport les a aidés à se connaître, à développer leur empathie, à apprendre l'automotivation, à gérer leurs relations avec les autres et surtout, évidemment, à gérer leurs émotions. Oui, puis avoir confiance en eux. Oui, hein? Exactement. Donc, tu te souviens, on a reçu des invités de la région, notamment Brittany Cochon, cycliste. On a reçu Lucie Antil aussi, joueuse de baseball. Oui. On a reçu Mike McClure, entraîneur des Albatros de Rivière-du-Loup. Nancy Doyon, aussi un petit peu plus loin de nous, mais toujours pertinente, coach familial également. Une belle brochette d'invités, comme on dit. Exactement. Donc, tout ça pour voir comment le sport a changé leur vie, puis comment aider les petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme levier. Puis, tu sais, en tant que parent, maman, papa, même en tant que coach, en tant qu'entraîneur, on veut amener nos enfants vers un meilleur bien-être. On veut les amener à prendre soin d'eux autres, à performer, bien évidemment, mais tout ça dans le plaisir, parce que c'est ça la base du sport, évidemment, c'est d'avoir du fun quand on le pratique. Tout à fait. Puis, on s'adresse aux parents coach, Anne-Christine, avec Savoir-être sportif, parce qu'évidemment, pas seulement aux parents entraîneurs, mais tu sais, en tant que parent, on est un coach, en quelque sorte, pour nos enfants toute notre vie. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Oui, je suis pas mal d'accord avec ça. Anne-Christine, je voulais savoir, en fait, on va voir un peu comment on fait ça pour être un parent coach là, qui aide son enfant sportif à développer son intelligence émotionnelle. Est-ce que tu es intéressée à faire un petit quiz avec moi? Oh my God, oui, j'aime les quiz! Je savais que ça allait t'intéresser, j'en doutais pas. Vas-y. L'objectif, c'est de savoir un peu quel pilier de l'intelligence émocionnelle tu es dans tes interventions auprès de tes enfants. OK. Qu'ils soient sportifs ou non. Il n'y a pas de jugement là. Mais non, c'est la seule personne pour te juger, c'est toi. Donc, tu vois, donc en tant que parent-coach, comment on aide nos enfants, nos petits et grands sportifs. Donc, comme parent-coach, quelle phrase te vient en tête quand tu vois ton enfant s'entraîner? Ah, je pense qu'il va vraiment falloir que je l'encourage plus que ça. Il va peut-être falloir que je travaille cette technique-là ou alors, go mon homme, t'es capable. Qu'est-ce que tu dirais que te correspond? Go, mon homme, t'es capable. Je m'en doutais un petit peu, mais tu sais, pas de jugement, on dit. Non. T'agaces. Ensuite de ça, que fais-tu quand tu sens une baisse de motivation chez ton enfant? A, bien, tu lui en parles. B, tu l'encourages. C, tu cherches des façons de le motiver. Bien, c'est sûr qu'au début, je lui en parle parce que je veux savoir qu'est-ce qui fait qu'il est démotivé, puis après, bien, je donne des trucs. Ça veut dire, c'est quoi? C'est A puis C? Écoute, on va... ouais, je coche ta réponse, peu importe quelle soit-elle. Peu importe, mon choix. Ensuite de ça, prochaine question. Un leader pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est un sportif qui se connaît bien? Est-ce que c'est un sportif qui montre l'exemple aux autres? Ou alors c'est un sportif avec une attitude positive? Ben, c'est un sportif avec une attitude positive. Ah oui, pourquoi donc? Ben, d'après moi, quand tu es
positif face à tout ton sport, ce que tu pratiques, tout ça, bien, je pense que ça l'encourage les autres peut-être à faire de même, tu sais, à vouloir être un peu comme lui. Tu sais, ça déteint là, vers les autres quand on est positif, puis quand on aime ce qu'on fait, là, ça déteint. Là, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué chez tes enfants quand ils pratiquent un sport, par exemple? Est-ce que ce sont des leaders, selon toi? Ben, je te dirais que ma fille est plus leader que mon garçon. Mon garçon, lui, est plus chialeux. J'espère qu'ils n'écouteront pas ça. Ça reste entre nous. Et ensuite de ça, quand tu vois que ton enfant fait une erreur vraiment importante là, au niveau du jeu, là, comment tu réagis? Ben, tu te demandes, premièrement, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré l'erreur? Tu es confiante que ça va aller mieux. Puis, ben, tu essaies de te maîtriser, là, même si c'est difficile. Ah, bien, c'est sûr que c'est pas 3. Écoute, je pense que ça va être la 2e. La 2e? Oui. Donc, est-ce que j'ai terminé? Ah oui, voilà, j'ai terminé mon petit test avec toi, Anne-Christine. Donc, le pilier de l'intelligence émotionnelle qui te représente le plus, avec ce petit test bien amical, évidemment, tu es un parent coach dont l'approche est tournée vers la saine gestion des émotions de tes enfants. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais? Ah, bien sûr! C'est tellement moi! Mon Dieu, ton test il est formidable! Merci Anne-Christine. Mais tu sais qu'il n'y a pas juste toi qui peux aller le faire à la maison si ça vous intéresse d'aller faire le quiz pour savoir quel pilier de l'intelligence émotionnelle vous représente un petit peu plus dans vos interventions auprès de vos petits et grands sportifs. Eh bien, sur le site savoirettesportif.com, vous pouvez y aller justement pour le découvrir. Et évidemment, j'invite les gens à la maison à aller consulter le tvck.org pour aller voir les différentes capsules qu'on a fait lors de la dernière saison pour l'émission Le sport pour la vie. Et petit scoop, quand vous remplissez le test sur savoirettesportif.com, bien à la fin du test, vous avez des petites vidéos justement de la dernière saison du sport pour la vie pour vous accompagner et pour justement vous inspirer. Mais c'est donc bien le fun, ça, Annie. Et je sais que c'est le fun. Et dis-moi, on peut quand même te suivre aussi hein, pour tes capsules. Oui. Tu peux en parler. Il n'y a pas de problème de te plugger, là, Annie. Là. Franchement, écoute, ici, on fait ce qu'on veut. Ça me fait plaisir d'en parler, justement, savoirettesportif.com, le site que j'ai mentionné, mais également tout ça pour développer l'intelligence émotionnelle des petits et grands sportifs, pour aider et accompagner les parents coachs dans leurs interventions auprès des sportifs. Je suis là. Encore une fois, le site web, mais également le balado. Le balado, La vie, c'est du sport, qui se retrouve sur les différentes plateformes de téléchargement. C'est disponible pour vous. Savoir-être sportif a également un compte Instagram et une page Facebook pour accompagner les parents coachs. Mon Dieu, c'est complet. Mais en terminant, moi, ma question, là, ça serait qu'est-ce qui t'a amené à triper autant sur ce sujet? Écoute, étant un parent coach moi-même, j'ai été en mesure de constater à quel point les enfants, c'est important pour eux d'avoir du plaisir quand ils jouent dans les sports. Et je me suis rendu compte que certains en avaient moins que d'autres. Et rapidement, je me suis mis à chercher des solutions. Comment on peut faire pour aider les enfants à avoir un petit peu plus de plaisir dans le sport? Et j'ai développé des techniques justement pour les amener justement à se connaître un petit peu plus à travers le sport, pour apprendre à s'écouter, à prendre soin d'eux autres et évidemment à jouer avec les autres, à gérer leurs relations, etc. Et à les amener justement à continuer d'aimer le sport. Étant donné que tu es coach, tu peux vraiment appliquer ce que tu nous parles. Puis tu vois l'effet que ça donne. Donc, tu es vraiment à bonne place, hein, comme on dirait. Merci. Donc, merci Annie. Donc, tu es la bienvenue pour chaque semaine si tu veux. La porte sera toujours ouverte pour toi. Merci Anne-Christine. Merci Annie. Alors, de retour avec ma dernière invitée, qui est Noélie Hébert-Tardy, chargée des communications et de sensibilisation chez Coeco. Bonjour Noélie. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu nous parles du feuilly-cyclage. Qu'est-ce que c'est, le feuilly-cyclage? Le feuilly-cyclage, en fait, on peut prendre ça pour le recyclage des feuilles, donc sur notre propre terrain. Donc, la meilleure façon de faire le feuilly-cyclage, c'est de passer la tondeuse sur nos feuilles. OK. Donc là, elles vont se décomposer plus rapidement. Puis, c'est plus esthétique. Mais en fait, les feuilles, pas besoin de faire du feuilly-cyclage, pas besoin de les ramasser. Là. Vous pouvez les laisser sur votre pelouse, puis ça ne crée pas nécessairement de problème là, pour la pelouse. Là. OK. Puis même si l'hiver passe, après, là, tout est correct non, pareil? tout est correct pareil. Dans le fond, si on passe en forêt, en nature, le cycle de vie de la feuille est fait pour ça. Ben oui, tout Donc, à ça fait. va se décomposer tranquillement, pas vite, relâcher ses nutriments
dans le sol, ça va venir enrichir le gazon. Nous, on a commencé à ramasser nos feuilles parce que ça faisait plus propre, plus esthétique. Donc, pour aller un peu dans cette veine-là, mais tout en profitant des bienfaits environnementaux de la décomposition de la feuille, bien, on peut justement passer la tondeuse sur nos feuilles. Donc, bien sûr, on enlève le sac qui récolte le gazon, finalement, pour que les feuilles restent sur la pelouse. À moins que tu n'aies pas de sac. À moins qu'on n'ait pas de sac. À ce moment-là, c'est génial. On peut faire aussi l'herbicyclage l'été. OK. Donc, qui consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse pour qu'ils se décomposent. Ah, c'est bon, ça aussi. Oui, c'est bon, ça aussi. Ça apporte les mêmes bienfaits, là. Ça enrichit le sol en matière organique, ça travaille sa structure, ça donne la nourriture pour les micro-organismes qui vont finalement là, aider à décomposer les nutriments pour que ça soit accessible à l'herbe, au gazon, ou je dis au gazon, mais également dans les plates-bandes ou quoi que ce soit. C'est les mêmes micro-organismes qui vont agir. Qui vont agir. Mais est-ce que le feuilliclage, quand tu défais tes petits morceaux de feuilles, là, on les laisse sur le terrain ou on les prend ou on les met dans, je sais pas, le cèdre, ta haie de cèdre, que tu peux les mettre, mettons, à terre? Mais en fait, c'est une autre technique. On peut utiliser nos feuilles mortes en paillis. Donc, venir les ramasser, protéger les plates-bandes avec, pour protéger les pousses au printemps aussi. Mais vraiment, le feuillicyclage, là, c'est l'action de passer la tondeuse, finalement, sur les feuilles qui sont sur notre terrain. Puis de les laisser là. Ouais, les feuilles ont la mauvaise habitude de s'accumuler au pied des arbres. Donc, si vraiment on a trop de feuilles, on peut passer un petit râteau pour les étaler. Ça va faciliter le passage de la tondeuse là, par-dessus. On conseille d'avoir une lame qui fait du déchiquetage, mais ça fonctionne quand même avec une tondeuse ordinaire là, sans lame déchiquetage. Là. Quoique aujourd'hui, pratiquement toutes les tondeuses sont munies d'une lame de déchiquetage. Ça, c'est écrit souvent en anglais « mulching ». OK. Puis, ouais, c'est ça. Excusez mon accent. C'est bien correct. Mais donc, le feuillicyclage, c'est super important là, pour enrichir la pelouse, pour éviter aussi aux municipalités d'avoir à organiser des collectes de feuilles qui sont très coûtants. C'est vrai, c'est vrai. On transporte, on enlève les nutriments du sol, puis on va venir les amener ailleurs. Mais dans les écocentres. Dans les écocentres, notamment. Oui. Puis, donc ça fait des gaz à effet de serre pour le transport. Puis, en plus, ça contribue à appauvrir votre sol. Donc, pour une bonne gestion des feuilles, on conseille le feuillicyclage, l'utilisation en paillis, comme j'ai dit, soit dans les plates-bandes, soit dans le jardin. Là, ça donne vraiment bien qu'on parle de ce sujet-là parce que l'automne est à nos portes. Et quand on parle d'automne, on parle de belles feuilles colorées, mais elles finissent par tomber. Fait que là, c'est le temps là, de pratiquer son feuillicyclage. C'est le temps d'essayer de commencer. Il y a certaines recommandations si on fait des recherches sur Internet qui nous disent que si les feuilles sont malades, s'ils sont touchés notamment par la tache goudronneuse, c'est l'érable de Norvège qui est touché par cette tache-là, de ne pas faire le feuillicyclage pour ne pas propager la maladie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tache goudronneuse, c'est une maladie qui est principalement de nature esthétique. OK. L'érable de Norvège, c'est un arbre qui vient d'ailleurs, qui est utilisé à des fins ornementales. Donc, c'est pas un arbre qu'on retrouve là, normalement dans la nature. Puis, ce que je vais vous dire aussi, c'est que pratiquement 90% des érables de Norvège sont touchés par la tache goudronneuse. On la reconnaît comment, la tache? Sur la feuille? À ce moment-ci, dans le fond, quand l'automne commence à s'implanter, les journées sont un peu plus froides, la feuille commence à retirer ses nutriments. Oui. Ben, l'arbre commence à retirer ses nutriments de la feuille. Puis là, ils vont se faire tout de suite attaquer par un champignon. Ça fait vraiment une tache brune, noire sur la feuille. Puis, on le voit surtout là, vers la fin de la saison, au début de l'automne. Mais cette tache-là, dans le fond, n'a pas nécessairement d'impact. Puis là, on peut pas demander aux gens de trier, se mettre à trier. Ah bon, ben cette feuille-là, elle n'est pas touchée par la tache goudronneuse, je vais faire le feuillicyclage avec celle-ci, celle-là, non. Alors, il n'y a personne qui va embarquer dans ça, là. Puis il faut savoir que même si vous ramassez pas vos feuilles, en fait, vous les ramassez pour vous apporter à l'écocentre parce qu'il y a la tache goudronneuse. Mais votre voisin, s'il le fait pas,
vous allez être touché quand même par la tache goudronneuse. Puis il n'y a aucune étude, en fait, qui va démontrer que même si 100% des feuilles étaient ramassées, que le champignon, finalement, ne viendrait pas s'implanter là, sur votre érable de Norvège l'année d'après. Alors, c'est une mesure qui, finalement, se voulait préventive, mais dans les faits, n'est pas tellement applicable. Donc, c'est vraiment mieux de pratiquer le feuillicyclage, là, même si on a des taches goudronneuses sur nos feuilles. Donc, Noélie, il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas couper nos arbres, puis il ne faut pas s'en faire que même si on prend ces feuilles-là, puis on les étend sur notre terrain, là, ça ne va pas propager des maladies, même si des fois, on peut faire des recherches là, sur les réseaux sociaux ou peu importe, puis voir qu'il y a un danger. Tu nous dis qu'il n'y a pas de danger pour faire ça. Non, ben en fait, c'est un champignon qui est présent dans la nature ici au Québec. Donc, les espèces indigènes ont appris à grandir avec, donc sont vraiment moins touchées par ce champignon-là. Puis comme l'espèce érable de Norvège, elle a été introduite, elle est vraiment plus affectée. Puis même, ça peut faciliter finalement là, l'implantation d'érable à sucre, là, parce que l'érable de Norvège peut devenir envahissant en nature. OK! Puis l'érable à sucre, donc lui, il va pouvoir pousser plus facilement, étant donné que la tache goudronneuse va faire en sorte que l'arbre va perdre ses feuilles un peu plus tôt. Donc l'érable à sucre, lui, va pouvoir profiter de cet espace-là qui lui est alloué finalement en raison du champignon. C'est si bien fait, la nature. Mm-hmm. Et en terminant, Noélie, c'était l'été, donc les écocentres, Coeco, tout va pour le mieux pour Coeco. Vous avez passé un bel été. Les écocentres étaient bien remplis cet été oui, encore? Cet été encore, on a une augmentation de la matière aux écocentres. On est très contents de la participation des gens, effectivement. Là, de plus en plus de monde nous appelle puis cherche à se débarrasser de leurs matières qui ne vont pas aux poubelles de manière responsable et écologique. Puis c'est pour ça que les écocentres sont mis sur pied. Donc, on est super contents. On travaille très fort pour avoir un peu plus d'espace puis augmenter le service qui est offert aux citoyens, toujours. Puis, les écocentres, tandis qu'on en parle, vont fermer le samedi 21 novembre. En tout cas, c'est le samedi, là, fin novembre. On peut vérifier de toute façon sur le site de Coeco. www.coeco.org. Écocentre, horaire, puis là, vous allez avoir accès à tous les horaires des écocentres. Et oui, on peut apporter des feuilles, mais c'est mieux pas pour faire du feuillicyclage. Feuillicyclage. Puis en fait, si vous avez des amis qui pratiquent le compostage domestique, les feuilles, c'est notre meilleur ami puisqu'on doit doubler la quantité de matière organique qu'on met par matière brune, verte qu'on fait par des matières brunes. Alors, c'est vraiment là, très recherché là, pour le compostage domestique. Bon, merci beaucoup, Noélie. C'était bien intéressant, ces informations. Et pour nous, c'est déjà la fin d'Infocam Extra. Et pour cette première émission, on avait même des gens en studio, du public. Oui. Allez, le public! Ah oui, Option Média qui était présent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine.